outro fator é entender Toda experiência é esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette table ronde que nous avons intitulée Le travail de Jaurès à Brûme. Cette table ronde, elle s'intègre dans une initiative qui est organisée désormais depuis plusieurs années à Blois, en partenariat entre la Fondation Jean Jaurès, représentée ici par le responsable de son secteur histoire, Thierry Mérel, que nous remercions encore une fois pour toute l'aide qu'il nous apporte dans l'organisation de cette manifestation et dans beaucoup d'autres. Donc cette table ronde est organisée à la fois par la Fondation Jean Jaurès et par la Société d'études jaurésiennes, société historique savante, fondée en 1959, l'année du centenaire de la naissance de Jaurès, et qui publie en particulier les cahiers Jaurès qui sont disponibles, donc revue d'histoire de Jaurès, du socialisme et du mouvement ouvrier et de la période de la Troisième République, revue qui est disponible à la fois en version papier et sur cairn.info. Donc en effet, depuis plusieurs années, nous avons décidé, entre la Fondation Jean Jaurès et la Société d'études jaurésiennes, d'organiser chaque année un événement ou une session qui fasse le rapport entre Jaurès, entre le socialisme au temps de Jaurès, au temps de la Troisième République, et la thématique le Blois. Alors il faut bien dire que cette année, nous sommes particulièrement gâtés, nous avons eu beaucoup de chance, parce que s'il y a bien une thématique qui est chère à ceux qui travaillent sur Jaurès, à ceux qui travaillent sur le socialisme et le mouvement ouvrier, s'il y avait une thématique fondamentale, à la limite, c'est celle de Blois cette année, c'est-à-dire le travail. Et comme on est quand même dans une table ronde organisée par la Fondation Jean Jaurès et la Société d'études jaurésiennes, je ne peux pas moins faire que de vous citer, pour commencer, Jaurès lui-même. Donc Jaurès dans Civilisation et socialisme, le discours qu'il prononce en Argentine en 1911. Jaurès donc qui explique, et si aujourd'hui, avec la vie incertaine qu'ils doivent vivre, dans l'inertie à laquelle les réduit le manque de responsabilité et de puissance directive, si aujourd'hui, sous le salariat, qui est un état de semi-dépendance et de semi-somnolence, les ouvriers font surgir cependant du travail en action les découvertes par lesquelles l'humanité progresse, que sera-ce le jour où tous les hommes seront des individualités complètes, ayant dans le travail associé leur part égale de responsabilité et de direction, proportionnelle à l'effort qu'ils réaliseront, quand de ces cerveaux illuminés, de ces cœurs libérés, de ces mains élevées par la noblesse du travail libre, surgiront en abondance les progrès de la production et de la richesse. Bon, dans un style tout à fait jaurésien, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Jaurès, cette citation de Jaurès évoque bien la place que le travail tient au sein du socialisme, envisagé au sens très large comme pensée de la société industrielle, de sa dynamique et de ses injustices, et comme projet de transformation de cette société. Donc que dit Jaurès ? Jaurès affirme d'abord comme socialiste le rôle déterminant du travail, force motrice de l'humanité et de l'histoire. Jaurès affirme ensuite la place centrale des travailleurs, des producteurs, disait Saint-Simon au début du XIXe siècle, des ouvriers ou du prolétariat, dira-t-on de plus en plus, dans la société présente. Et Jaurès affirme aussi, et c'est le moteur de la réflexion et de l'action socialiste, à cet égard le constat d'une anomalie ou d'une injustice fondamentale, puisque ce sont les travailleurs dans la société industrielle qui sont à la base, ce sont eux qui font les progrès de la production et de la richesse, et pourtant ce sont eux aussi qui sont exploités et aliénés, assignés à une position de dépendance, dit Jaurès, dans l'ordre productif. Et troisième constat, Jaurès dit qu'il revient aux socialistes d'affirmer la souveraineté du travail, la propriété collective, au moins l'établissement d'une démocratie industrielle, d'une démocratie du travail, comme il existe une démocratie politique. Donc Jaurès ici résume à gros traits ce qui bel et bien en effet le socle de la réflexion et des projets socialistes, même si cette réflexion et ces projets socialistes, et ça va être tout l'enjeu de cette table ronde, se déploient suivant des modalités très variables en fonction du contexte. On verra que la pensée socialiste du travail est marquée sans doute par des continuités, mais qu'elle n'est pas tout à fait la même entre le temps de Jaurès, le temps d'Albert Thomas et le temps de Blum, puisqu'il y a d'autres acteurs qui vont intervenir entre Jaurès et Blum.
Les politiques et les projets socialistes du travail sont variables aussi, effectivement, en fonction des aspirations et des tendances. Est-ce qu'on crée cette démocratie industrielle? Est-ce qu'on transforme ce travail par le biais de la politique, par le biais de l'État, de l'action publique? Est-ce qu'on le transforme par le biais de l'action des syndicats et des associations ouvrières? Est-ce qu'il faut viser uniquement à réformer ce travail? Ou est-ce qu'il faut espérer le révolutionner complètement? Est-ce qu'il faut se borner à des revendications touchant à l'aspect économique le plus productif du travail, le temps du travail, les salaires? Ou est-ce qu'il faut se pencher aussi sur des revendications liées à l'organisation du travail, aux environnements de travail, à la santé des travailleurs? Donc ce sont là quelques-uns des motifs de réflexion que vont évoquer l'intervenante et les intervenants que je vais vous présenter immédiatement dans l'ordre chronologique, si j'ose dire, de leur apparition, à commencer donc par Bastien Cabot, le plus à droite de la table. Donc Bastien Cabot est doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Il prépare une thèse sur l'histoire environnementale. J'ai dit à droite de la table. Il prépare une thèse sur l'histoire environnementale au sens très large du bassin minier du Nord. Il a aussi beaucoup travaillé sur les rapports entre mines, mineurs et nations. Et son mémoire de Master 2 est paru aux presses universitaires de Rennes en 2017 sous le titre « À bas les Belges, l'expulsion des mineurs borains à Lens au début des années 1890 ». Ensuite, au milieu, il n'y a toujours aucune connotation politique. Adeline Blaskiewicz, qui enseigne au lycée Adolphe Chériou à Vitry, après avoir été à terre à la Sorbonne, elle soutiendra le 19 novembre, il faut bien noter la date, une thèse sur Albert Thomas. Je pense qu'elle en parlera. Une thèse qui s'intitule, on ne pouvait pas le choisir aujourd'hui, Le socialisme au travail. Et vous pouvez d'ores et déjà lire de sa part Albert Thomas, Le socialisme en guerre, qui parut aux presses universitaires de Rennes en 2016. Et le plus à gauche de la table, toujours, Alain Chatriot, qui a été longtemps directeur des Cahiers Jaurès, qui est aujourd'hui directeur de la revue Histoire politique, qui est professeur à Sciences Po, qui a beaucoup travaillé, entre autres, sur l'histoire des politiques du travail, sur les formes de démocratie sociale. Il a notamment co-dirigé, il y a quelques années, le dictionnaire historique du patronat français. Il a co-dirigé un ouvrage sur la codification du travail en France sous la Troisième République. Et vous pouvez, sur le site de la Fondation Jaurès, voir ses notes, par exemple, sur la loi de 1919 sur les conventions collectives et sur le Front populaire et le droit du travail. Les présentations étant faites, je vais donc laisser chacun des intervenants, en quelque sorte, intervenir sur ce que peut représenter le socialisme, le rapport des socialistes et du socialisme au travail dans leur période d'études et en fonction de leur objet d'étude, en commençant donc par Bastien Cabot, qui va se pencher sur une première période, en gros, ce rapport tel qu'il se pose au temps de Jaurès, donc entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Alors, merci beaucoup Marion pour cette présentation. Merci bien évidemment à la Fondation Jaurès et à Thierry Mérec pour cette invitation. Donc l'objectif de ma co-présentation, c'est de présenter la pensée socialiste du travail au temps de Jaurès. C'est quand même un vaste chantier, et ça pourrait prendre plusieurs années de séminaire. Mais bon, on va essayer de faire court. Je vais procéder en trois temps. Je vais d'abord montrer que ce qui fonde le rapport socialiste au travail, c'est une critique du travail industriel en régime capitaliste. Et on va aussi essayer de se demander quelles sont les sources de cette critique, c'est-à-dire quel est le type de savoir investi dans cette critique-là. Ensuite, je montrerai que cette critique aboutit à une volonté de transformation socialiste du travail. Alors, par quels moyens, avec quelles étapes? Et ensuite, j'essaierai de revenir sur quelques, on va dire, points aveugles ou questions laissées en suspens par cette conception socialiste du travail. Et alors, premièrement, la critique socialiste du travail industriel et capitaliste, il faut bien associer ces deux termes, repose sur la dénonciation d'un avilissement, c'est-à-dire la soumission des corps au rythme des machines, la soumission des volontés humaines au rythme du capital. C'est aussi le constat d'une expérience faite par un groupe social nouveau, la classe ouvrière, une expérience de la dépossession de la production, la déqualification, c'est-à-dire la perte de savoir-faire, des capacités de négociation, l'aliénation vis-à-vis du produit ouvragé, incapacité aussi de négocier le tarif des produits fabriqués. Et globalement, on appelle ça en fait la prolétarisation, c'est-à-dire le fait que les travailleurs désormais ne vendent plus que leur force de travail,
et que le capital consomme les travailleurs comme toute autre ressource. Quelque part, le travailleur est réduit à une entité biologique et consommé par le capital au même titre que l'air, l'eau, le charbon. Alors, ça, c'est la base de la critique socialiste du travail industriel et capitaliste. Mais la question que j'aimerais poser, c'est, mais au fond, que savent les socialistes du travail? C'est-à-dire, sur quelles sources est-ce qu'ils se fondent pour réaliser cette critique? Alors, si vous prenez le travail de Marx, il y a un ensemble de sources assez variées, assez intéressant. Il a une expérience indirecte du travail via l'enquête de Engels de 1845 sur la situation de la classe laborieuse d'Angleterre, enquête qui dérive elle-même par ailleurs de la position sociale, du statut social d'Engels qui rachète la fabrique familiale. Bon, il y a aussi, comme autre source, des Blue Books, c'est-à-dire les rapports parlementaires annuels qui comprennent tout un ensemble de données, de statistiques qui sont réalisées à cette époque. Il y a les rapports des commissions d'enquête parlementaires, notamment celles sur le travail des enfants, publié en 1832 par notamment Anthony Ashley Cooper. Et il y a, bien sûr, on pourrait aussi citer les ouvrages des technologues ou des physiologistes comme Andrew Ure ou Charles Babbage qui écrivent sur la machinerie, bon, on pourra revenir sur ces choses-là, mais il me semble très important de constater que, notamment dans le chapitre 10 sur la journée de travail et dans le chapitre 15 sur la naissance de la grande industrie, il s'appuie sur des travaux de médecins. Donc, notamment sur ceux de Charles Thakrar, qui publie en 1831 The Effects of the Principal Arts, Trades and Professions, donc en fait, l'effet sanitaire des différents travaux, ainsi que sur les travaux de Peter Gaskell, qui lui publie en 1833 The Manufacturing Population of England. Excusez-moi pour l'accent, mais il reste que ces ouvrages de médecins constituent une base importante de la critique du travail industriel et capitaliste. Ces sources-là, on va les retrouver presque de façon continue dans les différents ouvrages qui suivent. Pensez à Paul Lafargue, Le droit à la paresse, s'appuie lui aussi sur les enquêtes de Louis-René Villarmé, notamment sur les études qu'il a réalisées à Mulhouse dans les années 1840. Alors de façon assez étonnante, au fond, quand on connaît un petit peu le propos de Villarmé, qui est de déplacer le problème, hein, c'est-à-dire Villarmé dit non, c'est pas l'industrie qui provoque la dégradation morale et physique des ouvriers, ce sont leurs conditions d'hygiène. C'est ce que Thomas Leroux a appelé l'effacement du corps de l'ouvrier, c'est-à-dire le déplacement de l'imputation finalement de la prolétarisation à la responsabilité individuelle des travailleurs plutôt qu'à la responsabilité du patron. Bref. Ce qui est important, c'est qu'à partir des années 1880, donc on arrive enfin à Jaurès, à partir des années 1880, c'est-à-dire à partir du moment où des groupes parlementaires socialistes prennent forme et surtout acquièrent une place au départ marginale puis relativement centrale dans le débat politique, eh bien, les socialistes participent aux commissions d'enquête parlementaires qu'ils réalisent. Et ici, on peut notamment penser à Jaurès, qui, élu dans le Tarn, est mobilisé suite aux événements de Decazeville en 1886, donc la fameuse défenestration de l'ingénieur Vatrin, et requis, entre autres, par la commission des mines chargée de régler le problème. Et c'est au cours de cette incorporation à la commission d'enquête qu'il va aussi publier des articles sur la fonction des délégués mineurs à la sécurité. Délégués mineurs à la sécurité, c'est-à-dire les prémices, comme tu disais Marion, d'une démocratie industrielle, c'est-à-dire un endroit où non seulement il existe un contrôle ouvrier sur le travail, mais surtout un endroit où le savoir technique, le savoir relatif au risque, n'est pas l'apanage des ingénieurs, mais est également pris en compte par les ouvriers. Alors, ce faisant, ce qui est intéressant avec Jaurès par ailleurs, c'est qu'on va le retrouver presque 20 ans plus tard dans une autre commission d'enquête parlementaire, celle qui est mise en place en 1903 suite à la grève des tisserands d'Armentières, donc à la frontière franco-belge. 1903, Jaurès se retrouve dans cette commission et interviewe assez sèchement le patronat textile, tout en restant finalement dans un cadre relativement bien fléché, c'est-à-dire celui d'un rapport parlementaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, un médecin, alors chef de clinique de l'hôpital de Lille, proche du très pasteurien Albert Calmette, donc ce médecin s'appelle Désiré Verhaeghe, je ne sais pas très bien comment on prononce,
Ce médecin-là, en 1904, propose une enquête alternative, c'est-à-dire que, à la demande des différents syndicats de tisserands et de fileurs de la vallée de la Lys, il rédige un questionnaire spécifique qu'il va adresser à une certaine partie de la population ouvrière de l'île de Roubaix et d'Armentières, et va en tirer des conclusions qui seront quelque peu différentes de la commission d'enquête parlementaire officielle. Alors, ce qui est intéressant avec le cas du docteur Verrec, c'est que autour de 1900, il y a peut-être, c'est une hypothèse qui pourrait être discutée, un savoir spécifiquement socialiste sur le travail, qui passe notamment par la façon de confectionner des enquêtes, de poser les questions au monde ouvrier. On peut penser ici à l'enquête, à l'enquête qu'a écrite Marx en 1880, les 101 questions de Marx, qui sont d'abord diffusées dans la Revue socialiste, qui seront rediffusées en 1911 dans La Vie ouvrière. Et quand on lit le questionnaire de Marx, on voit qu'il est divisé en 4 parties. Et les 20 premières questions, elles ont trait à la santé et au risque. Clairement, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que dans votre famille il y a des gens malades? Est-ce que vous avez des maladies chroniques? Est-ce que vous êtes souvent exposé au risque? Est-ce que vous avez des doigts coupés, etc., etc. La deuxième série de questions, elle pose un certain nombre de problèmes sur le temps de travail. Combien d'heures travaillez-vous par jour, par semaine? Est-ce que vous êtes payé pour toutes vos heures? La troisième partie du questionnaire pose des questions sur la rémunération. Et la quatrième partie du questionnaire pose des questions sur est-ce qu'il existe des organisations ouvrières dans votre usine. Bon, on voit très bien qu'il y a là ce que les sociologues appellent un effet d'imposition, c'est-à-dire que si vous êtes un ouvrier et que vous remplissez ce questionnaire-là, à la fin, vous êtes quasiment forcé de vouloir fonder un syndicat dans votre entreprise ou dans votre usine. C'est vraiment, il y a un déroulement maïeutique, si vous voulez, qui est voulu par Marx. Cette tradition des enquêtes ouvrières faites par des syndicalistes ou des socialistes, on la retrouve aussi en Angleterre dans les années 1890, toujours au temps de Jaurès, lorsque Béatrice Potter, sous l'impulsion de Charles Booth, qui est en train de terminer son enquête sur Londres, va en journalisme undercover parmi les travailleuses à domicile, celles qui travaillent principalement la confection à domicile, pour réaliser un reportage qui servira de contrepoint, là encore, à l'enquête parlementaire officielle qui est menée par John Burnett et qui aboutit à des conclusions toutes différentes. Pour aller très rapidement, parce que le temps file, John Burnett, qui est commissionné par le Parlement, aboutit, à son enquête, à la conclusion que le problème du second système du travail à domicile, c'est le problème de l'immigration de travailleurs immigrés juifs de Russie et de Pologne, tandis que Béatrice Potter aboutit à la conclusion que le problème, c'est les formes de consommation au sein de la nation. Elle dit le sweater, donc la personne qui use les travailleurs à domicile, ce ne sont pas les middlemen, ce ne sont pas les intermédiaires, c'est the whole nation, la nation entière. Et ça rejoint aussi certaines de ses préoccupations sur les formes de la consommation en lien avec le respect du travail. On va y revenir. Dernier exemple là, de savoir spécifiquement socialiste ou syndicaliste ou ouvrier sur le travail, ce sont bien sûr les reportages des frères Bonnef. Donc ici je vous renvoie évidemment à l'ouvrage qui vient de paraître, dirigé par Nicolas Hatzfeld, sur les plus de 220-250 articles qui sont en fait des reportages qu'ont écrit Léon et Maurice Bonnef et qu'ils ont publiés dans les pages de l'Humanité. À mettre en parallèle, bien entendu, avec leur premier ouvrage très important, Les métiers qui tuent, qui paraît en 1900, qui explore les différentes causes de mortalité professionnelle, ainsi qu'avec La vie tragique des travailleurs, qui paraît en 1900. Alors, bon, les socialistes savent quelque chose du travail, c'est indéniable, mais que font-ils de ce savoir et comment le mobilisent-ils dans la perspective d'une transformation socialiste du travail? Il me semble très important, tu l'as dit Marion, d'insister sur un idéal central dans la pensée socialiste au temps de Jaurès, qui est la réalisation de la démocratie industrielle, ou tour à tour de la république industrielle, et où le terme de nation joue un rôle central, sinon fondamental. La notion de démocratie industrielle apparaît plus ou moins pour la première fois, pas sous la plume de Jaurès, mais sous la plume de Proudhon, dans le manuel du spéculateur à la bourse, qui paraît en 1857, et Proudhon fait de la démocratie industrielle
une sorte de dernière étape du développement politico-économique. Il dit voilà, on passe de l'anarchie, de l'anarchisme industriel à la féodalité industrielle. De la féodalité industrielle, on passe à l'empire industriel, qui correspond plus ou moins à la situation de la Grande-Bretagne vers 1880. Et de l'empire industriel, nous devons passer à la démocratie industrielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie industrielle? C'est très bien expliqué dans la séance du 21 novembre 1893, où Jaurès prend la parole pour défendre sa conception de l'égalité politico-économique. Il dit voilà, dans l'ordre politique, la nation est souveraine, tandis que dans l'ordre économique, les ouvriers sont encore esclaves. Donc le principe du socialisme, et en cela il est continuateur de la République, c'est d'instaurer une égalité aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre économique, et la nation doit être souveraine économiquement et pas uniquement politiquement. Sinon il y a une amputation en fait de l'idéal de 89. Cette conception de la démocratie industrielle, elle se retrouve également dans les 4 articles que Jaurès dédie à l'organisation socialiste dans la Revue socialiste en 1895-1896, où l'idée c'est que le socialisme doit permettre le passage de la propriété individuelle à la propriété collective, cette propriété collective s'incarnant notamment dans la nationalisation des différents secteurs, sinon le fait que la nation soit propriétaire des moyens de production. Il ne faut pas y voir, je pense, rétrospectivement, les prémices d'un nationalisme quelconque. Il faut plutôt comprendre que le terme de nation est associé en fait à l'idéal démocratique. Hein. Derrière la nation, c'est la nation de 89, ça, c'est un des idéaux dominants de la transformation socialiste du travail, qui peut coexister, notamment autour de 90-1900, avec d'autres formes de réalisation qui s'impatientent finalement de ce passage au socialisme. Alors parmi ces autres idéaux, ces idéaux alternatifs, on va trouver notamment l'idéal de la coopération, qui va s'incarner par exemple dans la verrerie ouvrière d'Albi, exemple de coopérative qui naît en 1895, ou qui va s'incarner, autre exemple, dans les mines aux mineurs de Rive-de-Gier ou de Montieu dans la Loire, où des mineurs profitent de l'abandon d'une concession pour racheter finalement les parts d'une mine et l'exploiter eux-mêmes. Ce sont des expériences qui durent guère plus de 1 ou 10 ans, elles sont souvent, qui se terminent un peu en pétard mouillé, mais bon, ça existe quand même. Et l'autre alternative, l'autre forme d'impatience, quelque part, à ce passage au socialisme, c'est bien entendu ce qui est représenté par le syndicalisme d'action directe ou syndicalisme révolutionnaire, qui lui considère que chaque grève ou chaque acte de résistance peut être l'étincelle qui démarrera le feu révolutionnaire. Et là, on est dans un autre type de temporalité, ce qu'on a pu appeler le kairos, c'est-à-dire le moment opportun. On suggère qu'une insurrection pourra déboucher un renversement total de l'ordre établi au passage dans une nouvelle temporalité révolutionnaire. Ce qui illustre par exemple le livre de Émile Pouget et Émile Patot sur comment nous ferons la révolution, qui est en fait le récit d'une journée révolutionnaire idéale, en quelque sorte. Voilà, alors je pense que le temps file, donc je conclus en passant sur la façon dont le socialisme s'articule à l'expérience ouvrière, simplement pour dire, bon, cette conception socialiste du travail, elle est intéressante pour plein d'aspects, mais elle laisse toutefois plusieurs questions en suspens, qui peut-être seront débattues dans les périodes suivantes. Elle pose d'abord la question de est-ce que le socialisme refuse le travail? Est-ce que le socialisme porte un refus du travail ou porte au contraire une valorisation du travail? Alors, le refus du travail, il pourrait par exemple apparaître dans le droit à la paresse de Lafargue. L'idéal de Lafargue, c'est de dire bon, on ne doit pas travailler plus de 3 heures par jour et on va laisser les machines produire, enfin régler la question de l'abondance, et les ouvriers vont se gaver de caviar et conduire des Lamborghini toute la journée. Ça, c'est l'idéal d'une abondance couplée à un solutionnisme technologique, comme on dirait aujourd'hui, où laissons faire les machines. Bon, la question de l'abondance est fondamentale, finalement, c'est un intérêt peut-être fondamental dans cette affaire-là. Est-ce que le socialisme perpétue
l'association entre abondance et liberté, et si je renvoie au travail important de Pierre Charbonnier, ou est-ce qu'il peut proposer une société sans abondance et avec liberté? Enfin, quelle est disons, l'articulation entre ces deux choses? Deuxième élément, qui là mériterait un tout autre type de discussion, c'est le socialisme, le travail et l'épuisement et la santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait des dégâts industriels du travail? À supposer que le socialisme, disant la transformation socialiste du travail, maintienne un cadre industriel, comment protège-t-on les ouvriers? Comment protège-t-on l'environnement des dégâts de l'industrie? Là, il y a que voir l'exemple du socialisme réel en URSS, les dégâts environnementaux sont considérables, alors que, bon, évidemment, ça emmène sur toute autre discussion. Dernier aspect qui fait la transition avec la communication d'après, c'est précisément le fait de penser l'acquisition de droits sociaux dans le cadre d'une seule nation, entre guillemets. Le problème du socialisme, qui se révèle notamment lorsqu'on étudie les rapports aux travailleurs étrangers, c'est que l'acquisition de droits sociaux par les travailleurs suppose toujours l'acquisition de la citoyenneté. Ce sont des citoyens qui acquièrent des droits nationaux. Sauf que ces citoyens sont aussi des nationaux. Si vous êtes un étranger et que vous n'avez pas ces droits sociaux-là, puisque vous n'avez pas la nationalité, dans ce cas, il risque d'y avoir conflit. C'est ce qui se passe avec les Italiens à Marseille, à Aigues-Mortes, c'est ce qui se passe avec les Belges dans le Nord-Pas-de-Calais. Et se pose la question de comment le socialisme entrevoit la possibilité d'une harmonisation internationale ou plurinationale des droits sociaux. Et là, une première ébauche au temps de Jaurès, c'est la Convention franco-italienne de 1904, signée entre Luigi Luzzati et Albert Thomas, qui établit une harmonisation transnationale de la loi sur la réparation des accidents du travail, qui permet justement d'éviter qu'il y ait une concurrence des droits sociaux entre Français et Italiens. Voilà. Ça fait peut-être la transition. Merci beaucoup Bastien. Comme la transition est déjà faite, je laisse immédiatement la parole à Adèle. Alors, je crois que ça fait complètement la transition parce que justement, je vais parler d'un acteur en particulier, Albert Thomas, qui effectivement a posé, qui est représentatif de la manière dont une partie des socialistes, mais une partie des socialistes a posé la question du travail à l'époque de Jaurès et juste après Jaurès, et a posé la question du travail au niveau national, mais aussi au niveau international. Alors effectivement, on a fini la communication précédente sur ce fameux traité de travail franco-italien de 1904. Là, la question du travail, elle est posée clairement pour ceux qui soutiennent effectivement ce type de contrat. La question du travail se pose dans le sens où il ne faut pas forcément changer complètement la société, mais plutôt dans la société capitaliste actuelle, dans la société capitaliste et bourgeoise, comment améliorer les conditions des travailleurs pour aboutir, et les termes sont aussi ceux qui seront repris, à éventuellement une démocratie industrielle. La valorisation du contrat de travail, elle est très claire dans la pensée de certains socialistes qui se rapprochent de ce que les historiens ont appelé la nébuleuse réformatrice du social, dans la lignée des travaux de Christian Topalov. Je vais parler du parcours en particulier d'Albert Thomas, qui se situe exactement dans cette lignée, à la croisée entre réformisme socialiste et nébuleuse réformatrice du social. Et en tant que député socialiste, intellectuel socialiste, il pose aussi la question de la manière dont les socialistes s'emparent des sciences sociales, donc question que tu as posée aussi Bastien, pour répondre à la question du travail, et en tant que premier directeur du Bureau international du travail à partir de 1919, donc dans le cadre de la création de l'Organisation internationale du travail dans le giron de la Société des Nations, lui et le réseau qu'il mobilise autour de lui posent la manière dont on peut améliorer la condition du travail au niveau universel, au niveau international. Peut-être qu'une citation qui a souvent été mise en avant, à commencer par Madeleine Reberiou elle-même, quand il s'agissait d'Albert Thomas, peut résumer la pensée de ces socialistes, réformistes, réformateurs, qui cherchent à réguler le travail dans le cadre de la société capitaliste. Il dit, en 1907, « Un contrat de travail passé entre 20 maçons et leurs 3 patrons dans une bourgade retirée de la France est plus révolutionnaire que 10 motions de Stuttgart, de Christiana et d'ailleurs. »
Ce qui explique ma position donc, au centre de la table, résumée par cette citation. Donc par référence, motion de Stuttgart et de Christiana, par référence donc, aux résolutions sur le travail qui ont été adoptées lors des congrès socialistes et syndicalistes internationaux donc, de la même année. Citation qui résume assez bien sa pensée. Politiquement, le travail se pose dans la pensée de ces socialistes réformistes et réformateurs comme devant contractualiser, réglementer, encadrer, pour préserver les intérêts des travailleurs, mais sans forcément renverser le capitalisme industriel tel qu'il existe à l'époque. Pour ce qui concerne la manière dont les socialistes, dans l'entourage d'Albert Thomas, vont poser la question du travail, on peut évoquer deux expériences en particulier. Première expérience qui est celle de la Première Guerre mondiale. Donc les socialistes trois socialistes entrent au gouvernement d'Union Sacrée et Albert Thomas en particulier devient ministre, d'abord sous-secrétaire d'État à l'armement, puis ministre de l'armement entre 1916 et 1917. On observe là une expérience particulière et originale d'un milieu socialiste, donc le ministre lui-même et l'entourage de socialistes normaliens qui vont investir donc ce ministère. On peut penser à des personnalités comme Maurice Halbwachs ou François Simian qui mobilisent leur savoir, notamment les enquêtes sociales qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire en guerre, pour d'abord mieux connaître les conditions des travailleurs pendant la Première Guerre mondiale et bien sûr aussi pour mettre ce savoir au service de l'augmentation de la productivité du travail pendant la Première Guerre mondiale. Il développe donc autour de lui et au sein de ce ministère un véritable laboratoire du réformisme social qui consiste en une politique de main-d'œuvre originale mise en place dans les interstices de l'économie mixte de guerre lancée en septembre 1914 par un autre socialiste indépendant, Alexandre Millerand. Cette politique, elle ne vise pas à changer complètement la manière dont on pense le travail. Elle vise cependant à contourner la mise entre parenthèses de la protection légale des travailleurs causée par la guerre par une politique réglementaire qui oscille entre protection des main-d'œuvre et exigence de productivité accrue dans le cadre de la mobilisation industrielle de la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant également, c'est que sa politique, justement, la politique qui est mise en œuvre au sein du ministère de l'Armement passe par ces socialistes intellectuels, pose la question de la manière dont les sciences sociales sont investies par ces socialistes pour régler la question du travail. Et là, je me réfère directement aux travaux de Xavier Vignat, donc son livre « L'espoir et l'effroi », où il consacre tout un chapitre justement sur toutes les enquêtes qui sont menées par le ministère Thomas sur ces mondes ouvriers. On a donc, dans la lignée des travaux, par exemple, de Maurice Halbwachs, on a toute une série d'enquêtes qui sont menées notamment par le personnel de l'inspection du travail, mais aussi donc, par des intellectuels qui sont mobilisés autour de lui, et qui vont permettre de connaître les conditions de travail dans les usines de guerre, et qui sont considérées, encore une fois par Xavier Vignat, comme une des plus grandes expériences d'enquête sociale du début du XXe siècle. Autre point important de la manière dont ces socialistes pensent le travail, même si on est pendant la Première Guerre mondiale et on est évidemment dans un contexte où les nationalismes sont exacerbés, on a une expérience de gouvernement et de direction du travail qui montre aussi des circulations internationales assez fortes. Notamment, le ministère de l'Armement est très en contact avec le ministère, son équivalent britannique, et on a en fait des circulations de savoir, d'expertise, notamment sur la question du travail des femmes. Là, je renvoie également aux travaux de Laura Lee Downs sur le sujet. Mais en tout cas, on a la mobilisation, effectivement, d'une expertise internationale dans le cadre de cette première expérience. Les socialistes, donc, qui s'engagent dans le personnel politique de la guerre, développent aussi, à cette occasion, une réflexion sur la manière d'organiser, non pas forcément cette fois-ci le travail, mais de réguler les conflits qui peuvent se poser dans le cadre du travail. Évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, finalement les grèves ne s'arrêtent pas, voire elles sont assez importantes, et elles reprennent à partir de 1916-1917, et elles risquent de stopper la production d'armement. L'enjeu, bien sûr, pour le gouvernement est de
d'arrêter ces mouvements de grève. Et deux solutions sont possibles dans ce cas, soit effectivement la répression nette, soit une autre mesure, on va dire, médiane, que va chercher à mettre en œuvre donc, le ministère de l'Armement, qui va passer par une réflexion autour de l'arbitrage obligatoire, une réflexion autour de la mise en place de délégués d'ateliers, bref, une réflexion qui pose les prémices du tripartisme qui sera, on va dire, le maître mot de l'Organisation internationale du travail, mise en place après la Première Guerre mondiale. Si l'on continue à suivre l'itinéraire de ce socialiste en guerre puis en paix, on se rend compte que la question du travail est posée politiquement au sortir de la guerre au niveau international. Alors c'est le fait, ce n'est pas une nouveauté hein, évidemment, déjà l'empereur Guillaume II avait convoqué à Berlin une conférence en 1890 pour adopter une réglementation commune entre les États au sujet du travail industriel et minier, mais la création de l'OIT marque une nouvelle étape par son fonctionnement international et tripartite. Donc ce ne sont plus désormais les États seuls qui ont l'initiative de la réglementation du travail, mais on réunit autour de la table les représentants des États, bien sûr, mais aussi les représentants du patronat et des travailleurs. Bref, la naissance donc du tripartisme. Le contexte de guerre qui explique la création de l'OIT est à souligner aussi. Du fait de l'immense mobilisation et des sacrifices qui ont été consentis par les mondes ouvriers, tant au front qu'à l'usine, émerge l'idée d'une compensation qu'il faudrait donc offrir à ces mondes ouvriers. Et c'est cette idée de compensation qui explique notamment, bien sûr, l'adoption, par exemple en France en 1919, de la loi sur les 8 heures, demandée depuis des années par les mondes ouvriers, mais sans cesse refusée par les gouvernements, idée qui émerge aussi en Allemagne, de réduction du temps de travail en Allemagne, en Angleterre, à la même époque. Au niveau international, la création de l'Organisation internationale du travail répond aussi à des demandes syndicales internationales fortes qui se sont structurées justement pendant le premier conflit mondial. Lors de la conférence syndicale de Leeds en 1916, les groupements syndicaux internationaux avaient déjà demandé une sorte de charte du travail qui viserait à régler le travail au niveau international, charte du travail qui en fait pose finalement les bases de celle qui sera adoptée par le traité de Versailles en 1919. La création de l'OIT en 1919 consacre donc la nécessité de régler internationalement la question du travail par une organisation d'un genre nouveau, tripartite et internationale. Et on voit en fait que les socialistes s'intéressent à cette instance. Tous ne sont pas d'accord, et surtout le mouvement ouvrier est très divisé à l'époque, évidemment, après la Première Guerre mondiale. Le mouvement communiste qui émerge à partir de 1919-1920 sera lui très hostile à ces structures tripartites et à cette organisation internationale du travail, souvent appelée donc l'agence réformiste du capitalisme mondial, car évidemment l'idée de rassembler patrons, ouvriers et États et d'estimer que leurs intérêts pourraient converger est évidemment contraire au projet communiste qui émerge. Cela dit, dans le camp non pas communiste mais socialiste, on a effectivement des individus dont le parcours est connu pour leur action à l'échelle nationale, mais est moins connu pour l'interaction qu'ils vont créer justement entre la sphère internationale à l'OIT et la sphère nationale en France. Autour d'Albert Thomas s'engagent des personnalités socialistes pas forcément très connues, comme le guédiste Marius Wipple, le socialiste modéré réformiste Adrien Tixier, la socialiste féministe Marguerite Thibert, à laquelle l'historienne Françoise Thébault a consacré une très belle biographie, ou encore l'économiste Edgar Millot qui va donc notamment justement encore poser lui la question de l'utilisation des sciences sociales au service d'une organisation internationale chargée de l'amélioration des conditions des travailleurs. Et justement, l'enquête, il va mener à partir de 1924 une célèbre enquête sur la loi des 8 heures ou sur la convention des 8 heures, qui est donc des 8 heures de travail par jour, qui est la convention maîtresse de l'OIT à cette époque. Et cette enquête montre justement comment des socialistes vont mobiliser leur savoir et pose aussi un regard sur la société qui est peut-être
pour le coup spécifiques aux socialistes. En gros, le sous-entendu de l'enquête d'Edgar Millot, c'est pas de savoir, mais plutôt de prouver que la journée de 8 heures ne contribue pas à baisser le niveau de la production. Évidemment, l'enquête n'est pas bien vue et suscite surtout la contestation au sein de l'Organisation internationale du travail par le groupe du patronat qui s'oppose évidemment à une telle enquête, qui s'oppose surtout à la manière dont est posée la question. Donc on voit que ces socialistes s'investissent dans les instances de l'Organisation internationale du travail, mobilisent leurs connaissances de sciences sociales, posent un regard spécifique sur la société industrielle et visent aussi à s'emparer de certains domaines pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Bastien, tu avais abordé dans la fin de ton intervention la question de la santé au travail. La question de la santé au travail est évidemment centrale. Les premières conventions les conventions qui vont être internationales du travail qui vont être adoptées dans les années 1920 posent évidemment la question de la santé des travailleurs. Et là, je renvoie aux travaux d'Isabelle Espinet-Moret, notamment sur cette question. Alors, pourquoi ces socialistes posent comme ça la question du travail et que font-ils quel lien font-ils avec leur engagement socialiste? Pour la plupart de ces socialistes engagés autour de Thomas à l'OIT, ils voient clairement dans leur engagement à Genève le prolongement de leur engagement socialiste premier. Et ils voient dans le mot d'ordre de justice sociale qui est mobilisé à l'OIT le prolongement de leur engagement socialiste, et je dirais même pour certains de leur engagement jaurésien, puisque Marguerite Thibert fait directement le lien entre son engagement socialiste jaurésien et son engagement à l'OIT pour le développement donc, des conventions internationales du travail. Enfin, ces socialistes font le lien entre la sphère internationale, la manière dont on pose la question au niveau international, et leur sphère nationale. Ils sont des médiateurs entre ces deux sphères. Un exemple pourrait peut-être être pris, et qui j'essaye aussi moi-même de faire la transition, c'est la question des loisirs ouvriers. La question des loisirs ouvriers prolonge la question du travail. Elle prolonge la question du travail parce que si l'on met en place, par exemple, une convention maîtresse de l'OIT, la convention sur les 8 heures du travail, c'est pour permettre à l'ouvrier de ne plus simplement être un producteur, mais d'être un individu accompli, qui s'accomplit non seulement dans son travail, mais aussi dans ses loisirs. La question des loisirs ouvriers va devenir une question très importante, et en fait, le corollaire de la question des 8 heures va être mobilisé par l'OIT dans différentes instances. Albert Thomas lui-même pose la question dès 1924, et le BIT va investir différentes instances de réflexion internationale sur les loisirs. Albert Thomas mort en 1932, mais je pense que ces réflexions sur les loisirs ouvriers font directement le lien entre ces réflexions sur le travail et celles qui vont être posées sous le Front populaire, qui consacre évidemment l'émergence de cette civilisation des loisirs par un gouvernement socialiste. Merci Adeline, c'est un monde merveilleux où les intervenants font eux-mêmes leur transition, donc ça rend la tâche de la modératrice extrêmement facile, et je ne peux, dans ces cas-là, que passer la parole à Alain Chapuisat. Merci beaucoup, même si c'est un peu abusif de me faire parler des loisirs ouvriers, qui serait plutôt ta spécialité. Je vais y revenir dans un instant, mais je voulais insister sur le fait que mon intervention va à la fois prolonger chronologiquement les deux présentations que vous venez d'avoir, entrer en résonance sur beaucoup d'éléments, et j'essaierai de les citer. Elle va aussi être un peu moins orientée, même si c'est une question tout à fait passionnante qui vous a été présentée, que celle des savoirs sur le travail, et la manière dont ces savoirs sont mobilisés dans l'action. Dans le temps qui m'est imparti, je vais davantage vous parler de droit, de négociation, d'élaboration de dispositifs législatifs touchant au droit du travail, et donc je vais moins aborder cette question, même si elle est tout à fait passionnante. Alors je commencerai par une citation évidemment restée célèbre, c'est un mot de Bloom, l'embellie, une éclaircie dans des vies difficiles, obscures. C'est une citation que j'abrège trop vite, l'ensemble de son texte et de sa péroraison est très belle. C'est une parole qu'il prononce lorsqu'il est mis en procès en 1942 par le gouvernement du maréchal Pétain, et que ce gouvernement cherche particulièrement, de manière presque
obsessionnel pour se légitimer à mettre en cause les autorités de la Troisième République, et en particulier les autorités qui, avec le gouvernement du Front populaire à partir de l'été 36, ont mis en œuvre un certain nombre de lois sociales. Et face à cette accusation, Blum répond en rappelant l'importance de cette action, en l'assumant parfaitement, en défiant ses procureurs, et vous savez peut-être que ce procès totalement manipulé par le gouvernement du maréchal Pétain devient dans la presse, pourtant très contrôlée, une quasi-tribune pour Blum, et le procès est finalement suspendu puisque Blum ne s'est pas du tout laissé faire face à ce type d'accusation. Ce qui m'intéresse dans les minutes qui viennent, c'est de vous parler principalement, je pourrais prendre beaucoup d'autres éléments, je ne vais pas me centrer que sur Blum, sur Blum et sa trajectoire et son rapport à la fois au socialisme, à la question du travail, à l'expérience du gouvernement. Je vous renvoie plutôt à l'une des biographies les plus récentes et les plus réussies, celle de notre collègue Frédéric Monnier. Mais ce que je voudrais ici évoquer, c'est les 3 lois sociales principales, celle sur les 2 semaines de congés payés, sur la semaine de 40 heures et sur les conventions collectives du travail. Et j'aimerais à la fois vous rappeler comment est-ce qu'elles ont été élaborées et votées, et comment est-ce qu'elles ont été appliquées. Parce qu'il me semble que ça permet de redéployer un certain nombre des interrogations qu'on a déjà évoquées pour le tournant du 19e et du 20e siècle, pour le choc de la Première Guerre mondiale et ses suites. Alors, évidemment, en parlant de ces 3 lois, j'ai conscience d'être très partiel dans le rapport à l'ensemble du droit du travail qui est beaucoup plus complexe, et l'histoire de la codification du droit du travail en France est particulièrement heurtée. Mais indéniablement, il se joue quelque chose à l'été 36 dans cette histoire de moyenne durée. Alors, vous l'avez peut-être en mémoire, au moment de la victoire électorale, très rapidement, l'ampleur d'un mouvement de grève, avec leurs spécificités, les occupations, conduisent une mobilisation, y compris dans la période très complexe qui était habituelle sous la Troisième République. Après des élections législatives, il y avait toujours un temps intermédiaire pendant lequel, au départ, Blum, dont le parti est arrivé en tête de la victoire électorale, n'est pas le président du Conseil, alors que le mouvement de grève est très vaste, mais dès son arrivée à Matignon, et on emploie l'expression de Matignon depuis très peu de temps, parce que les services de la présidence du Conseil se sont structurés et organisés seulement à partir de l'année 1935, à peine arrivé, Blum, à la fois convaincu de la nécessité de trouver une sortie à ces mouvements de grève, et très interpellé par une partie du patronat, et une partie qu'il connaissait parfois très bien par ses expériences antérieures, aboutit aux négociations qui ont lieu à Matignon et qui aboutissent à un accord dans la nuit du 7 au 8 juin. Ça, c'est pas un texte de loi, c'est un accord qui revient en fait sur toute une série d'éléments qui étaient en débat et qui étaient portés comme des revendications par le mouvement syndical et par le mouvement socialiste depuis la fin du 19e siècle. Et là, je vais dire, exercice du droit syndical, hausse des salaires, élection de délégués ouvriers, aucune sanction pour fait de grève. On retrouve bien là les thématiques qui avaient pu être celles portées par Jaurès et un certain nombre d'acteurs à la fin du 19e siècle. Mais à ce texte, des accords, certaines mesures peuvent être appliquées directement. Les hausses de salaire doivent s'appliquer dès lors que les confédérations patronales les ont signées. Il manque malgré tout un cadre juridique. Et ce cadre juridique est lié au dépôt en urgence, dès le 9 juin, donc le lendemain, de 3 projets de loi devant la Chambre, avec ce point particulier que les congés payés et les contrats collectifs de travail n'étaient pas une clause du programme du Rassemblement populaire, du programme électoral du Rassemblement populaire. Ce n'était pas une clause explicite comparativement à d'autres éléments de ce programme. Et d'ailleurs, la réduction de la durée du travail était dans le programme, mais sans que le terme de semaine de 40 heures soit explicité non plus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment particulier du fonctionnement de la Troisième République, avec à la fois l'ampleur de cette victoire d'une alliance de gauche où les socialistes arrivent pour la première fois à la majorité dans l'hémicycle, et puis à un moment où les tensions sont très fortes dans l'ensemble de la société. Alors, le Front populaire a réglé beaucoup d'autres questions que je n'évoque pas ici, mais ils réussissent à faire voter ces 3 lois, et de manière très nette, avec certes un blocage très traditionnel sous la Troisième République au Sénat, mais malgré des discours parfois très hostiles à un certain nombre de ces dispositifs, en particulier la loi des 40 heures, les 3 lois sont votées. Alors elles sont votées, un des textes qui présente un des projets de loi explique qu'il s'agit tout à la fois d'apaiser les esprits en donnant satisfaction à une revendication à laquelle la classe ouvrière est attachée, premier élément de citation, et deuxième élément, en même temps, à donner du travail à un grand nombre de chômeurs. Et il est évident que tous ces débats sur la durée du travail, sur la reconnaissance du droit syndical, sur les conventions collectives, évidemment, prennent un nouvel écho face à l'ampleur de la crise économique et de ses conséquences sociales et politiques durant les années 30. Juste un mot ici pour rappeler que si les textes des projets de loi ont pu être déposés aussi vite et réussir à être votés dans un temps très court, ce qui est très inhabituel par rapport au fonctionnement de la Troisième République. Jaurès se plaignait toujours à son époque des blocages du Sénat et du fait que quand les lois étaient enfin votées, elles ressemblaient à des édifices un peu creux qui n'avaient plus leur efficacité et qui ne répondaient plus à la nécessité du moment. Si elles ont pu être déposées et votées si vite, c'est certes par une volonté gouvernementale très forte, c'est certes à la Chambre par une majorité très large, mais c'est aussi parce que le contenu même des textes avait été en fait déjà très souvent, très largement débattu. Et contrairement à ce que répéteront ensuite à l'envi toute une série d'opposants au Front populaire, le débat sur la durée du travail était un débat ancien en France et était un débat international. Donc ça n'était pas le gouvernement du Front populaire qui d'un seul coup avait eu seul l'idée de la semaine des 40 heures. Au contraire, toutes ces questions étaient très largement débattues. Alors le temps passe très vite, il y a un enjeu d'application de ces lois sociales. Et là, les choses sont rapidement un peu plus compliquées. Et ce qui m'intéresse ici, c'est d'insister sur 2 points. Contrairement là aussi à ce qu'a répété à l'envi le patronat à l'époque, toutes ces lois ne se sont pas appliquées de manière uniforme à tous les secteurs, de manière uniforme et identique pour tous les secteurs industriels. On a au contraire été très attentif et le texte de la loi prévoyait des discussions très précises par secteur, prévoyait une mobilisation du ministère du Travail et de ses services et prévoyait aussi, pour rester sur la thématique de la démocratie industrielle, la consultation des sections professionnelles du Conseil national économique, l'ancêtre du Conseil économique, social et environnemental actuel, mais qui, au moment de 1936, est mobilisé, et énormément mobilisé, pour l'application de ces lois sociales. Dans ce contexte-là, évidemment, dans la mémoire collective, c'est les congés payés et la semaine de 40 heures qui sont restés. Mais pour les acteurs au plus près de ces questions-là à l'époque, la grande question, et ça retrouve l'écho de la citation tout à l'heure sur les contrats par rapport aux motions, c'est la question des conventions collectives de travail, et en particulier par rapport à la loi qui avait été faite après la Première Guerre mondiale et qui avait en fait abouti à très peu de conventions collectives réellement signées et appliquées, c'est le fait qu'on prévoit une procédure d'extension. En fait, si dans un secteur, une usine signe une convention collective, la question est posée de savoir s'il faut l'étendre à tout le secteur pour éviter les distorsions de concurrence. Et cette procédure d'extension, elle est contrôlée par l'État, et pour toute une série de juristes de l'époque, qui suivent ces questions de droit du travail très attentivement, ils considèrent que c'est une rupture absolument majeure. Alors ensuite, la question sera reposée à la Libération, il y aura à nouveau plusieurs lois pour finir sur la grande loi de 1950 sur le sujet, mais on a là, en 1936, un moment de déclenchement sur ces questions-là. Je vous épargne quelques citations. C'est aussi autour de ces thèmes-là, et autour de ces thèmes très précis, que le patronat se remobilise
et celui qui va en être bientôt à la tête du patronat français, à la tête de la CGPF, Claude-Joseph Gignoux, qui va participer au fait de transformer la structure qui s'appelait la Confédération Générale de la Production Française en Confédération Générale du Patronat Français. Gignoux reste célèbre à l'époque pour une petite brochure intitulée « Patrons, soyez des patrons », et on a bien chez lui la dénonciation d'un droit nouveau créé tout entier qui change les relations de travail. Et donc, vous voyez, il y a dans toute cette réflexion très longue du socialisme autour de la question du droit du travail un moment d'aboutissement à l'été 36 qui est important et qui est bien perçu par tous les acteurs comme cela. On pourrait aussi trouver des exemples du côté du syndicalisme ouvrier. Morgane Poggioli, qui est un collègue historien qui avait travaillé sur les réunifications de la CGT et de la CGTU et leur mobilisation dans ces années-là, l'avait bien montré. Dernier point que je voudrais évoquer, et là aussi en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est au-delà des 3 lois de l'été 36, la question très délicate de l'arbitrage des conflits collectifs, et on la retrouve aussi à ce moment-là. Et on la retrouve, elle avait déjà été débattue au moment de Millerand à la fin du XIXe siècle, et Emmanuel Jousse l'a bien montré dans tous les débats entourant les formes possibles du réformisme dans le socialisme français. Mais en janvier 1938, donc dans un moment déjà de forte tension dans la coalition du Front populaire, il y a l'idée de déposer une nouvelle série de projets de loi pour définir un statut moderne du travail, c'est l'expression qui est employée à l'époque, avec toute une série d'éléments sur les délégués du personnel, sur la grande question du placement des travailleurs, qui est aussi un lieu de débat très vif entre monde patronal et syndicats ouvriers. Et finalement, dans ce statut moderne du travail, le seul texte qui aboutit en avril 1938, c'est une loi sur les arbitrages des conflits collectifs du travail, avec la création d'une Cour supérieure d'arbitrage. Alors ça pourrait sembler être simplement un effet institutionnel, mais c'est un moment particulier pour ce droit du travail en France. C'est le moment où on recrée une chambre sociale au Conseil d'État, c'est à quelques mois près le moment où la Cour de cassation, en novembre 1938, va créer sa chambre sociale. Donc on a une très forte mobilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui investissent cette question des conflits collectifs du travail dans la Cour supérieure d'arbitrage, ce sont des juristes éminents de l'époque, souvent issus du Conseil d'État, parce qu'il y a ce poids dans la machine administrative française de l'époque sur ces questions-là, mais c'est aussi des très proches de Blum. C'est Paul Grunbaum-Balin, qui est un des amis les plus proches du couple Blum à l'époque, et puis c'est une jeune génération qui sera très importante pour toute une série de dispositifs des lois sociales françaises, avec entre autres la double figure d'Alexandre Parodi et de Pierre Larocque. Alors j'aurais beaucoup trop de citations, mais je crains de ne plus du tout avoir de temps. J'en arrive donc à ma conclusion. Évidemment, toutes ces mesures, des 3 grandes lois sociales de l'été 36, puis cette tentative difficile, entraînant toute une série de conflits et de luttes autour de la Cour supérieure d'arbitrage, va rencontrer le choc des mesures prises par le gouvernement Daladier au moment des décrets-lois de novembre 1938. Et la grande grève du 30 novembre, portée par la CGT, est un échec, et on a là un temps d'arrêt et de recul par rapport aux lois sociales de 1936. Mais dans le même temps, toute une série d'acteurs ont vraiment considéré que ces lois sociales étaient un aboutissement. Certes, elles étaient une réponse à la crise économique, mais elles étaient aussi le résultat d'une revendication de longue durée que l'arrivée d'une coalition des forces de gauche au pouvoir permettait de transcrire dans les dispositifs législatifs. Et de ce point de vue-là, on a très souvent toute une série de citations qui insistent, j'en prends une dernière pour finir, Charles Spinasse, qui est à l'époque ministre de l'économie nationale, à l'automne 1936, parle, autour de la loi des 40 heures, de l'idée qu'elle a pour objet de rendre à des hommes diminués par le chômage la sécurité matérielle, certes, et la dignité morale que donne le travail. Et là, on retrouve l'écho sur la manière dont on valorise ou non le travail, mais il est certain que pour toute une série de ces acteurs politiques, ce moment de l'été 36 a été lu
comme un possible aboutissement. Et pour certains de ces acteurs, c'est des traces qu'on retrouve aussi dans ce qu'écrit Bloom en captivité et qui donnera la publication à l'échelle humaine, où il revient sur ces questions de démocratie industrielle et de démocratie sociale. Toute une série des acteurs qui, à la Libération, vont marquer la création de la sécurité sociale, ont participé à ces débats et à l'application de ces lois sociales. Et donc là, c'est aussi une manière de continuer la périodisation au-delà de l'été 36 que je vous ai exposé 3 ans. Merci Alain, merci à tous les trois d'avoir aussi bien et remarquablement tenu les temps. Encore une fois, c'est très facile d'être modératrice dans ces conditions. Bon, je pense aussi que vos 3 interventions articulées sont extrêmement éclairantes. Éclairantes, bon, à la fois par effectivement les acteurs qu'elle dessine. On voit bien ce jeu qui se dessine entre effectivement les États, les mouvements socialistes, les formes d'expertise, les formes de savoir qui sont souvent l'acteur que l'on oublie mais dont on voit bien qu'ils sont déterminants, savoir des sciences sociales, savoir juridique aussi. Alors je trouve surtout que ce qui est intéressant, c'est que à la fois, en effet, comme vient de le rappeler Alain Chatriot, en articulant les 3 périodes, on voit sans doute mieux les continuités ou les approfondissements qui se dessinent et qui sont quelquefois ou souvent dissimulés par le fait qu'on travaille sur l'histoire du Front populaire, sur l'histoire des années 1920, sur l'histoire de la fin du 19e siècle. Mais ce que vous montrez tous les 3, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Alain, le Front populaire n'est pas un coup de tonnerre, les décisions qui sont prises ne sont pas prises comme ça inopinément, de la même manière que le Albert Thomas du BIT doit beaucoup à ces réflexions effectivement antérieures à la Première Guerre mondiale. Donc on voit ici en effet comment la réflexion socialiste s'est dessinée et approfondie dans la séquence de ce premier XXe siècle. Bon, il y aurait, mais je vais laisser tout de suite la parole à la table, aussi intérêt à s'intéresser en sens contraire sur les ruptures et les infléchissements, c'est-à-dire sur ce qui change entre les 3 périodes que vous dessinez. Alors évidemment, le plus évident, c'est l'accès au pouvoir, l'accès au gouvernement, temporairement, effectivement, et dans le cadre de l'Union sacrée pour Albert Thomas, de manière un peu plus durable pour le gouvernement du Front populaire. Ça ne pouvait évidemment pas être le cas, enfin, ça n'est pas le cas, c'est pas évident, mais ça n'est pas le cas pour l'exécutif de Jaurès avant 14. Il me semble aussi que, effectivement, la manière dont certaines questions se posent, s'infléchissent et évoluent, ça se voit bien ce que disait Adeline sur la question du temps libre et du travail, qui devient effectivement une question importante et plus seulement sous la forme provocatrice du Paul Lafargue ou du droit à la paresse, mais véritablement pensée comme un droit social, comme un droit ouvert à tous les salariés et comme une manière de remédier à l'épuisement du travail. On a aussi l'impression effectivement qu'un certain nombre de problématiques, au contraire, mais c'est plutôt pour Bastien, s'infléchissent ou s'atténuent, que par exemple une certaine réflexion environnementale ou contestant radicalement les environnements du travail industriel s'infléchit ou s'atténue après 1914, disent plutôt à corriger les excès du travail industriel, donc dans une espèce d'interruption qui ne reprendra pour finir que dans les années 60-70. Bon, j'arrête de dessiner des chronologies qui, faites comme ça au débeauté, sont souvent très hasardeuses, et j'ouvre immédiatement la parole aux questions. On n'est pas, la porte aux questions, on n'est pas très nombreux, donc je pense que vous pouvez poser les questions d'ici sans micro. Le plus dur, c'est toujours la première. Emmanuel ? Moi, j'ai une question pour Bastien. Tu parlais d'élaboration d'un savoir socialiste sur le travail, en mettant en correspondance les enquêtes que faisaient les Fabiens, l'enquête de mars de 1880, l'enquête parlementaire sur Armentières. Et en fait, c'est une question que je me pose parce que est-ce que par exemple les Fabiens auraient défini le savoir qu'ils sont en train d'élaborer sur le travail comme étant spécifiquement socialiste ?
alors que la société padienne a à ce moment-là beaucoup de mal en fait à se définir comme dans cette orientation-là et essaie justement de mettre son expertise au service de parties parfois très différentes. Et du coup, la question par Gauchet, ce serait de savoir en quoi consisterait le savoir socialiste du travail, sachant que, par exemple, on n'a pas parlé des correspondances possibles avec les pratiques du travail, c'est-à-dire par exemple l'importance des syndicalistes. Quel rôle joue-t-il en fait dans l'élaboration de ce savoir et c'est pour prolonger l'hypothèse que tu évoquais, je trouve vraiment extrêmement intéressant, justement parce qu'il y a vraiment une incertitude sur le plan de ce savoir. Est-ce que je réponds tout de suite Oui, tu peux. Alors, je suis désolé, je suis obligé de reformuler la question pour l'enregistrement. Donc, si je résume, c'est vraiment quel est ce savoir socialiste du travail s'il existe, quels sont ses fondements épistémologiques, si j'ai bien compris. Bon, il existe depuis 2016-2017 l'ouvrage de Bruno Carsanti et Cyril Lemieux qui associait le socialisme au savoir sociologique et considérait qu'au contraire, le libéralisme était associé à la science économique, etc. Donc on peut dire que, comme le dit par ailleurs Adeline, que la sociologie, les sciences sociales sont un des fondements épistémologiques, c'est l'épistémé en fait du socialisme. Cependant, ce que j'observe, et ça se voit aussi sur tout ce qui a trait aux discussions sur la limitation du temps de travail, c'est qu'un des savoirs possibles du socialisme, ça était l'hygiène, la médecine, et que cette branche-là disparaît un peu pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 20, alors pour différentes raisons, mais il y a eu cette branche-là vraiment épistémologique comme fondement d'un savoir alternatif qui part de la base, qui part des expériences ouvrières, qui part des mains amputées, qui part des trous de cheveux arrachés, qui part des maladies diverses, des affections respiratoires, qui disparaît. Là, on a une rupture, je pense, au point de vue des fondements épistémologiques du socialisme, qui par ailleurs, à partir des années 20, même si je les connais moins bien, se concentre sur voilà, tout ce qui a trait à la rationalisation du travail, comment... Enfin, d'ailleurs, quand il y a la grève en 1913 chez Renault, la CGT est très partagée sur la rationalisation. Elle dit, est-ce que le problème c'est la rationalisation en tant que telle, ou est-ce que c'est l'utilisation patronale de la rationalisation, enfin, ces choses-là. Mais prenons la façon dont Jules Guesde, en 1995, justifie la loi de 8 heures. Il la justifie en s'appuyant sur les travaux d'Angelo Mosso, l'ergonome et médecin italien, en disant, voilà, au bout d'un certain temps, il y a une déperdition d'énergie, il y a une déperdition de productivité avec la journée de travail. Donc, pour les industriels, ça ne sert à rien de faire travailler au-delà de 8 heures. C'est QFD, il faut limiter la journée de travail à 8 heures. Exactement de la même façon que Émile Bally, qui est le député des mines, justifie la loi de 8 heures dans les mines en prenant appui sur les travaux d'un médecin de Saint-Étienne qui s'appelle Alfred Riimbaud, et qui dit que la loi des 8 heures est nécessaire pour que les poumons se reposent de la poussière respirée pendant la journée, et qu'en parallèle, la mine se repose de l'accumulation de grisou. Ça, c'est intéressant, quoi, vraiment. Une sorte d'absence de rupture entre nature et culture. Donc, voilà, quel est ce savoir socialiste du travail? Peut-être qu'il est bifide, c'est-à-dire d'un côté la sociologie, les sciences humaines, et puis de l'autre les sciences dures. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le socialisme fait un retour vers les savoirs de la nature ou pas? Merci. D'autres questions, remarques, interventions, témoignages, mise en écho Alors sinon, effectivement, pour prolonger une partie de la question d'Emmanuel, c'est-à-dire on a surtout insisté, effectivement, et il le fallait, sur, avec Jaurès, avec Albert Thomas, avec Action des Fonds Populaires, sur la part socialiste qui effectivement s'engage dans une démarche de réforme, dit Adeline, de contractualisation du travail, de convention collective, dit Alain, d'enquête parlementaire, donc de
progression progressive vers une démocratie industrielle et une démocratie du travail. Qu'en est-il, vous l'avez à peu près tous évoqué, mais rapidement, sur ceux qui, au sein du mouvement socialiste et ouvrier, prônent une toute autre version de cette transformation du travail, soit qu'ils prônent son abolition, l'abolition du travail industriel en lui-même, soit qu'ils prônent une transformation bien plus révolutionnaire qui ne passe pas par l'État et par l'action politique. Vous pouvez faire dans l'ordre chronologique. Bon, alors, je suis rapide là-dessus. Paradoxalement, les syndicalistes révolutionnaires d'action directe, comme Touget et Pato, envisagent un tout autre mode de passage au socialisme, mais par contre glorifient à outrance le travail. Et j'avais relevé un extrait de Comment nous ferons la révolution, où ils disent, voilà, une fois que la révolution est advenue, eh bien, tout le monde est très content de travailler, tout le monde travaille beaucoup, tout le monde, les paresseux ne s'exposent qu'au mépris de leur père, etc. etc. Je cite, cette propension à la paresse fut très restreinte, une fois la révolution passée, ne fut que momentanée. C'était une malaria morale endémique au marais capitaliste, qui persistait après sa disparition, mais que la saine atmosphère nouvelle, pour les révolutionnaires, allait dissiper. Donc, il y a quelque chose de très, aussi, entre guillemets, avec le vocabulaire sociologique très populiste, dans cette glorification du travail qui est faite par le syndicalisme révolutionnaire. Les seuls de faibles connaissances qui prônent un refus du travail, un refus de la société industrielle dans cette nébuleuse anarcho-syndicaliste, ce sont ceux qu'on appelle les naturiens, qui sont notamment représentés par Henri Zisly, et qui sont très marginaux, qui sont à mettre au même titre que les partisans du Lebensreform-Bewegung, donc le mouvement pour la réforme de la vie en Allemagne, ou des Wandervogel allemands qui haïssent la société industrielle allemande et bourgeoise, et qui vont faire des promenades dans la nature. Heidegger va faire des roulades dans l'herbe avec un arène, tout ça, voilà, c'est cette idée-là. Juste une toute dernière parenthèse, c'est que ce refus du travail néanmoins reverra le jour en Italie dans les années 60-70, notamment au sein de l'opéraïsme, où on aura une vraie conception théorique du refus du travail, lorsque Mario Tronti, par exemple, théorise la sécession de l'ouvrier avec lui-même. La seule façon de dépasser la société capitaliste, c'est que l'ouvrier arrête d'être un ouvrier, et donc quitte en fait son état et refuse le travail. Alors malheureusement, je ne suis pas aussi savante sur ceux qui refusent le travail. Par contre, ça rejoint cette question justement. Donc, l'antithèse, c'est donc la valorisation du travail. Peut-être que justement l'inflexion avec la période des années 20, là c'est au niveau plus global, c'est justement l'émergence de cette question des loisirs. C'est aussi une rupture dans cette valorisation du travail industriel qui serait vraiment le seul facteur identitaire des travailleurs. Et justement, les organisations, qu'elles soient réformistes ou qu'elles soient justement révolutionnaires, parce que c'est pas seulement au BIT qu'on s'intéresse aux loisirs, évidemment, dans les organisations communistes, la question de l'organisation des loisirs ouvriers va être absolument centrale. Mais dans tous les cas, c'est pas seulement le travailleur, mais c'est vraiment l'individu accompli qui s'affirme. Et là, c'est peut-être l'inflexion qu'on pourrait voir, je pense. Juste d'un mot, j'étais réticent sur ta perspective de chronologie sur il y a une rupture que tu n'as pas citée, mais qui a quand même des conséquences. Le débat n'est plus tout à fait le même, y compris sur les jeux d'échelle nationale et internationale, avec le choc de la révolution russe et la construction du mouvement communiste. Et de ce point de vue-là, j'ai repris moi l'histoire un peu tard, donc à un moment où la CGT était réunifiée, mais entre-temps, il y avait quand même eu une vraie discordance dans les formes de mobilisation et dans les interprétations de ce qui était au cœur des formes de mobilisation collective possibles. Évidemment, ce choc-là a aussi été très important pour le camp réformateur, qui s'oblige aussi face à un discours qui lui refuse
l'aboutissement des mesures qu'il plaide parfois depuis très longtemps. Et donc il y a ce questionnement qui, à mon avis, est important. Et puis il y a une dimension plus technique, mais qui aura une conséquence de longue durée, et qui rencontre à la fois, même si les communistes s'en sont tenus très éloignés, les enjeux du BIT et ceux que j'évoquais en 1936, c'est la situation, mais qui n'est tout sauf simple, et qui n'avait pas été véritablement pensée, me semble-t-il, par le socialisme français, qui n'avait pas qui avait un rapport complexe, on le sait tous, au syndicalisme, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient une pensée de la forme syndicale en tant que telle très développée. Mais avec la sortie de la Première Guerre mondiale, et ça se pose très vite au BIT à travers l'expérience d'autres pays, se pose la question du pluralisme syndical. Non pas l'opposition du syndicalisme patronal et du syndicalisme de représentants d'ouvriers et de salariés, mais lorsque les représentants d'ouvriers et de salariés rencontrent plusieurs syndicats. Et en particulier, se pose la question de savoir, pour certains pays, quelles sont les organisations qui vont désigner des représentants. Et la période de sortie de la Première Guerre mondiale à l'échelle européenne est aussi une période d'essor d'un syndicalisme chrétien de manière très importante. Et donc cette question va se résoudre à travers les articles un peu ambigus, mais de la partie 13 du traité de Versailles qui institue l'OIT, par l'expression des organisations les plus représentatives. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous le mettez au pluriel, ça devient très ambigu. Alors il y aura une décision de la Cour de la Haye au début des années 20, mais il se trouve que dans le cadre de 1936 et des lois sociales du Front populaire, la question va être reposée. Tout simplement, qui a l'autorité pour négocier des conventions collectives qui pourraient être, par la suite, étendues. Et ce débat, qui est très vif chez les juristes et chez les acteurs sociaux à l'époque, est un débat que l'on retrouvera à la Libération, dans le cas français, mais évidemment, entre-temps, les mobilisations d'un certain nombre de syndicats dans la lutte contre l'occupation et avec la résistance, fera que ce pluralisme sera reconnu, constitutionnalisé, et que les règles de représentativité évolueront. Mais on a là un trait qui, me semble-t-il, n'était pas pensé de la même manière à la fin du XIXe siècle, qui se cristallise vraiment dans un premier temps des années 20, qui se poursuit dans les années 30 et qu'on retrouvera dans la longue durée après la Seconde Guerre mondiale, avec ensuite des situations nationales différentes, mais ça renvoie à une interrogation qu'on peut avoir. Effectivement, je veux bien voir la ligne de démonstration le mieux qu'Arsenty, les yeux fixés sur Durkheim et sur les Durkheimiens pour expliquer cette pensée du socialisme, mais malgré tout, elle est très vraie, voisine l'a combien montré avec toutes les équipes que mobilise Thomas en pleine guerre, et ensuite au BIT, et ça couvre beaucoup de disciplines. Beaucoup de la sociologie, mais aussi d'autres élèves de Durkheim dans d'autres disciplines. Moret, le géographe, sera très actif au BIT. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ces acteurs ont eu une pensée du rapport au syndicalisme dans les formes de mobilisation collective. Je ne suis pas sûr que ça soit si évident que ça. La question pourrait se poser aussi, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure brièvement, pour le rapport aux coopératives. Mais ça, Milo est aussi la grande figure de la revue des études coopératives, mais je ne sais pas jusqu'à quel point quand même ces acteurs réussissent à penser le travail aussi avec cet échelon des mobilisations collectives lorsqu'ils le pensent dans les formes de régulation. Et puis dernier point, et je m'arrête, le fil hygiéniste qui a été effectivement très présent à la fin du XIXe siècle, dans le mouvement socialiste français, il va perdurer, mais en étant très limité. Henri Sellier va être l'incarnation de cela dans les années 20 et les années 30, mais une incarnation très décalée par rapport au fonctionnement du parti. Et c'est bien un des ministres du gouvernement du Front populaire, mais il ne joue aucun rôle dans les grandes réformes sociales à ce moment-là. Donc là aussi, c'est bien un fil qui a existé, qui n'a pas totalement disparu, mais qui n'a plus du tout la même centralité, me semble-t-il. Oui. Moi, j'ai une question qui, je pense, s'adresse plutôt à vous. C'est en fait, il m'a semblé que vous
finalement vous posiez la question des savoirs, quels étaient les savoirs aussi au fondement du socialisme, et que du coup vous répondez principalement par l'enjeu des savoirs théoriques. Et du coup, je me questionne sur, je sais pas, comment est-ce, des événements qu'on connaît, mais finalement, comment est-ce que le socialisme aussi se nourrit concrètement des expériences militantes, enfin, et notamment de ses liens avec le syndicalisme. Est-ce que c'est pas non plus, est-ce que c'est pas aussi du côté des savoirs qui vont justement enrichir cette pas enrichir, mais en tout cas déterminer son action, l'action du socialisme. Oui, je pense qu'en effet, là, on a une vraie question autour de, que soulignait aussi Alain, sur la place des savoirs empiriques, des savoirs forgés. Parce que finalement, le syndicalisme est l'acteur, est un acteur omniprésent dans ce qu'on a dit, mais c'est-à-dire quelles sont la place, pour Thomas, pour la fin du 19e, pour le Front populaire, des savoirs assis sur les négociations, assis sur les pratiques de travail, et comment surtout les prendre en compte. Parce que pour finir, prendre en compte des enquêtes ouvrières ou de la sociologie, c'est pas trop compliqué. Prendre en compte des savoirs ouvriers, des savoirs proprement ouvriers ou forgés par les syndicats ouvriers, c'est plus compliqué. Donc comment vos trois périodes, en quelque sorte, réagissent-elles par rapport à ce type de savoir-là? Alors merci pour cette question qui est compliquée et en même temps passionnante. Il y a un exemple, on va dire, qui va me venir en tête, mais ça ne relève pas forcément du socialisme jaurésien. C'est la façon dont le syndicalisme, plutôt d'action directe ou révolutionnaire, conçoit la morale ouvrière et les coutumes, les pratiques ouvrières. Au sein de la CGT, par exemple, on estime que le bon droit des ouvriers, leur sens du juste, de la justice, leur acte quotidien de ralentissement de la production, de sabotage de petites pièces lorsqu'ils sont mal payés, etc., constitue la base, en fait, de la transformation révolutionnaire. C'est en multipliant ces petits actes de résistance que peut aboutir un mouvement plus large qui produira la grève générale et qui produira avec ça. Donc cette forme-là de socialisme, je ne sais pas, enfin en tout cas de syndicalisme à dimension révolutionnaire, part toujours des pratiques ouvrières, effectivement. Et notamment des conceptions ouvrières du droit. Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire aussi sur la façon dont on conçoit la nationalisation des mines. La plupart du temps, ça part du principe, en tout cas chez les ouvriers, qu'il est du juste droit des ouvriers de réclamer la nationalisation parce que les mines sont une propriété de la nation. Et on va mobiliser un article du Code minier, l'article 49, qui dit par exemple que lorsque l'exploitation est suspendue et que ça compromet la consommation, les mines peuvent revenir à la nation. Les ouvriers, par exemple, vont se mettre en grève et dire, voilà, vous voyez, on est en grève, l'exploitation est suspendue à cause du patron qui ne veut pas satisfaire nos exigences salariales, donc la mine doit revenir à la nation. Voilà, il y a toute une série, si vous voulez, d'arrangements avec le droit ou de mobilisation des pratiques qui peuvent informer un petit peu ces conceptions. Alors pour la période qui me concerne, c'est vrai, il y a, comment dire, évidemment que le socialisme s'appuie sur le syndicalisme, et on va dire que pour même une partie de socialistes intellectuels, en l'occurrence Albert Thomas et ses collaborateurs, l'idée est de considérer que les syndicalistes peuvent aussi construire une science ou alors construire leur propre expertise, et en fait ils vont plutôt favoriser la création de revues. Donc par exemple Thomas est le créateur de la revue syndicaliste. Bien sûr, du coup, les savoirs que doivent mettre en œuvre les syndicalistes sont calqués sur les savoirs des intellectuels, puisque l'idée est de créer une revue. Pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si l'idée est de dire qu'on va s'appuyer sur les savoirs des syndicalistes, mais en tout cas, on veut s'appuyer sur l'expertise des syndicalistes pour mettre en œuvre les politiques de mobilisation ouvrière. Donc concrètement, ça passe par la mise en œuvre, mais c'était déjà le cas en fait sous Mitterrand, de commissions
où l'on va en fait inviter des représentants syndicaux pour justement se faire non seulement les porte-paroles de la base, mais aussi pour fournir leur expertise économique plutôt pour les questions du travail. Donc ça va passer par en fait la sollicitation des représentants syndicaux dans des commissions qui sont dirigées par l'État. Voilà. Je rajouterai brièvement deux éléments. Le premier naît en écoutant Bastien Caveau. Il y a une figure qui est très particulière dans sa trajectoire et dans son œuvre intellectuelle, mais qu'il faut citer pour la description très précise du monde ouvrier qu'il fait au début du XXe siècle sur toutes ces questions-là, c'est la figure de Maxime Leroy. Et son grand livre, qui est à la fois en volume et en ampleur de détails proposés, qui est la coutume ouvrière. Et il est certain que la coutume ouvrière, n'est pas du tout dans une perspective de sociologie durkheimienne, n'est pas non plus dans un retour de la sociologie leplésienne, qui a été si présente dans un certain nombre d'enquêtes sociales qui nous informent beaucoup sur le second 19e et parfois le tout début du 20e siècle. Leroy fait une œuvre un peu à part, mais très liée avec la CGT de l'époque Charles-Damien, et fait une œuvre où il décrit justement l'ensemble des formes de mobilisation possibles, et où la grève se retrouve à côté du boycott, à côté d'autres formes de mobilisation sociale. C'est une œuvre très particulière, mais qui a quand même sans doute été très lue, et Leroy a par la suite, après la Première Guerre mondiale, continué à publier toute une série d'ouvrages. Me semble-t-il qu'un certain nombre de leaders du syndicalisme ont lu, théorie du syndicalisme, les nouvelles formes du gouvernement syndical, et ainsi de suite. Donc là, c'était Leroy, on ne l'avait pas cité, il me semble qu'il correspond bien aussi à ce moment-là, mais savoir si Leroy est cité et discuté par la SFIO de l'époque, il ne me semble pas véritablement. Je crois qu'il y a un effet de dissociation. Et puis l'autre nom, pour finir sur ma période, et pour insister sur des possibilités de distorsion, mais de distorsion qui peuvent aussi être liées à des formes d'engagement politique, c'est les textes de témoignages directs de la philosophe Simone Weil au moment du Front populaire, mais qui sont des textes à la fois passionnants, mais aussi très amers par rapport à la manière dont elle estime que les lois sociales s'appliquent peu ou mal, et dont elle pense, à raison, là, de manière factuelle, qu'après novembre 38, de toute manière, on rentre dans une autre logique, puisque les grandes lois sociales sont suspendues par le gouvernement d'Al-Ami. Mais là encore, je ne suis pas persuadé que dans le moment où elle écrit son journal d'usine, il y ait un écho et un débat en dehors des groupes, par ailleurs intéressants, mais limités, avec qui elle dialogue directement. Est-ce que vous pourriez redonner le titre de cet ouvrage de Leroy, s'il vous plaît ? La coutume ouvrière. La coutume ouvrière en 2 gros volumes. On les trouve maintenant, il y en a une version numérisée qui est en ligne, ce qui est très utile. Pendant longtemps, il fallait ou l'édition originale ou une réédition de manière très originale qui avait été faite par la CNT, mais qui permettait d'avoir les volumes en papier. Et c'était très précieux parce que c'est véritablement une somme considérable sur le monde ouvrier dans la diversité de ses formes à la fin du 19e et tout début du 20e siècle. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous les 3 pour ces éclairages. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.